Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le grand débat s'intéresse ce soir à l'attaque terroriste orchestrée dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026 à l'aéroport international Djori Hamani de Niamey. Une attaque terroriste qui a créé un climat d'insécurité et d'émoi dans la ville de Niamey où nombreux sont nos concitoyens qui se demandent s'ils sont vraiment en sécurité dans la capitale, tant la facilité ou les complicités que les terroristes venus à bord de motos jusqu'à dans la capitale posent énormément de questions. Quelques jours après cette attaque terroriste à la porte d'entrée de la capitale, nous allons, au cours de ce débat avec nos invités, tenter de comprendre ce qui a pu réellement se passer à Niamey dans la nuit du 28 au 29 janvier. Comment des terroristes venus à bord des motos avec armes et bagages ont pu parcourir des centaines et des centaines de kilomètres sans se faire repérer et atteindre la capitale. Comment ces terroristes ont pu planifier cette opération sans le moindre soupçon? Quelle a été la réaction des forces de défense et de sécurité aux premières heures de cette attaque intervenue peu après minuit? Quel enseignement faut-il tirer après cette attaque intervenue à l'aéroport international Djori Hamani de Niamey? La réponse à toutes ces questions avec nos invités qui sont sur ce plateau. Nos invités sont professeur Issoufou Yahaya, universitaire. Monsieur Bana Ibrahim, membre du Conseil consultatif de la refondation, acteur de la société civile, et Dr Boubé Salifou, herméneute, comparatiste et politiste. Chers invités, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation où nous allons analyser cette attaque terroriste à la porte d'entrée de la capitale pour comprendre réellement ce qui a pu se produire dans la nuit du 28 au 29 janvier à Niamey. Sans tarder cette première question, quel commentaire vous suscite l'attaque terroriste intervenue à l'aéroport Djori Hamani de Niamey dans la nuit du 28 au 29 janvier dernier? Professeur Issoufou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le bienvenue sur le plateau du grand débat. On commence par vous. Merci pour l'invitation. Je salue le professionnalisme des forces de défense et de sécurité qui ont agi vraiment conséquemment à cette attaque. Alors, il faut prendre en considération le verre à moitié plein. Il y a eu une attaque. L'attaque peut subvenir, peut intervenir à tout moment puisqu'on ne peut pas contrôler à 100% le territoire. Donc, il y a une attaque et en face une riposte. Ceux qui ont attaqué ont été mis assez rapidement hors d'état de nuire. Certains ont été neutralisés, d'autres appréhendés. Donc, on peut se satisfaire du fait qu'il n'y ait pas eu de dégâts. En tout cas, si on s'en tient au communiqué officiel, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Oui, il y a eu des dégâts et ces dégâts ont été plus ou moins relatifs parce que ceux qui étaient venus avaient des objectifs. Et ces objectifs, je ne sais pas s'il est possible ici de les décliner. Donc, les objectifs, visiblement, n'ont pas été atteints par les terroristes. Et l'État a, en tout cas à travers les forces de défense et de sécurité, a agi de manière prompte, rapide et professionnelle. Maintenant, si les terroristes ont pu arpenter beaucoup de dizaines de kilomètres pour venir jusqu'à Niamey, c'est qu'il y a eu des défaillances. Et ces défaillances, peut-être qu'elles sont en train d'être mises en lumière par les services qui sont chargés de l'enquête. Maintenant, l'attaque a lieu, va vraisemblablement tirer un certain nombre de leçons, mais il faut que, de manière pédagogique, s'il y a eu défaillance, que ceux qui sont à la base de ces défaillances soient plus ou moins évincés, en tout cas doigtés. Nul n'est irremplaçable. Je pense qu'il faut prendre de manière responsable les décisions. Professeur, vous parlez des sanctions en pareille circonstance qui devraient normalement être prises. Dans un état normal, des têtes déjà seraient tombées. Parce que l'aéroport international, il est stratégique. C'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée, mais en même temps, c'est la base de la force conjointe. Oui, bien sûr. C'est aussi un lieu hautement stratégique qui abrite une base militaire. Militaire, tout à fait. C'est aussi une cible qui est importante, qui est visible. Donc s'attaquer à l'aéroport, c'est vraiment chercher ce que les terroristes ont toujours voulu avoir,
cette publicité, bien sûr. cette aura, et ils montrent un coup d'éclat. Hein? Voilà, de fait qu'ils sont montés en puissance, mais je pense que ce qu'on peut mettre en avant, c'est qu'ils ont été neutralisés et que pour une fois, vraiment, il faut saluer cette promptitude et la réactivité. D'accord, merci. Monsieur Bana, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. Hein. Quel commentaire vous suscite l'attaque terroriste intervenue à l'aéroport international Diori Hamane de Niamey dans la nuit du 28 au 29 janvier? Bien, à la suite de ce que le professeur a dit, je ne reviendrai pas trop sur la réaction des FDS. D'accord. Par contre, je voudrais aussi ajouter le comportement hautement important des forces alliées stratégiques que le président lui-même a salué, qui ont sécurisé leur secteur et qui ont certainement empêché à ce que l'éclat recherché par les terroristes soit recherché. Parce que c'est la première fois où une attaque terroriste complexe, comme ils appellent, n'a pas fait l'objet d'images diffusées comme à l'accoutumée les terroristes ils aimaient parader, puisque aucun d'entre eux n'a pu s'échapper pour filmer ou faire. Donc ça c'est quelque chose. Maintenant, moi le commentaire que j'ai, c'est que cette attaque, elle vient nous rappeler brusquement la réalité à laquelle nous demandait de prêter attention le président de la République depuis le début des événements du 26 juillet. À chaque fois, et notamment lorsqu'il est allé dans les régions, à chaque étape, il rappelait que rien n'était définitivement acquis en matière de sécurité et appelait à la vigilance des populations. Parce que si on doit s'inquiéter peut-être du fait que la chaîne sécuritaire, il y a eu certainement des choses qu'il faut regarder, mais il faut aussi dire que les populations aussi n'ont pas joué leur rôle. Si s'il s'avérait que des motos aient pu parcourir des kilomètres pour venir jusqu'à une position stratégique. Donc, c'est aussi traverser. Pour le moment, comme l'a rappelé le professeur, il y a des localités. Absolument, personne n'a rien vu. Absolument, il y a des supputations, ça et là, parlant de l'implication, et ça, je pense que le président lui-même a directement indexé certains sponsors. L'enquête suit son cours. Et lorsqu'on sera vraiment édifié sur comment l'attaque a été menée, certainement qu'on va revoir un peu nos positions par rapport à ces failles-là. Parce que comme on le dit toujours, il n'y a jamais de risque zéro. Les nations les plus militairement assises ont été frappées dans leur cœur. Le Niger ne doit pas se dire qu'il est à l'abri d'une attaque complexe. Mais ce qu'il faut saluer, c'est la réaction avec la réaction des forces de défense et surtout la coordination avec laquelle les différentes forces se sont impliqués et ont participé à la neutralisation de ces terroristes. Donc c'est cela qu'il faut peut-être dire. D'accord, on va y revenir sur certains aspects dans le débat. Docteur Boubé, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter sur cette question? Quel commentaire vous suscite cette attaque terroriste? Merci de l'invitation. Donc je m'inscris déjà dans les pas de mes prédécesseurs qui ont salué la réaction prompte de nos militaires et de nos partenaires et surtout aussi la manière dont ils ont circonscrit le danger et ils ont pu mettre en déroute en tout cas les adversaires. La première des choses en fait que j'ai retenue, ou en fait, la première réflexion que j'ai faite, c'était même la date du 28 juillet. Ah oui? Oui, 28 juillet, qui renvoie à 28 janvier, qui renvoie à 28 janvier 2024. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? La date de la sortie de la CEDEAO, oui, qui est vraiment symbolique. Je me suis dit qu'il y a un message, en fait, qu'on voulait nous transmettre. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je me suis dit que c'est vrai, il n'y a aucun dispositif qui est parfait. Mais le président le dit, rien n'est acquis pour reprendre les propos de M. Bana. L'ennemi, il est autour de nous, il est avec nous. Et c'est quelqu'un qui passe tout son temps à nous étudier pour voir quelles sont les failles qu'il peut utiliser en fait, pour nous frapper. Et cette attaque à l'aéroport Diori Hamane montre qu'il y a eu un processus d'étude, une planification, en fait, sur le plan comportement, comment s'adapter déjà à la population pour ne pas éveiller les soupçons
étudier les points faibles de l'aéroport pour pouvoir s'engouffrer. Donc voilà le travail qui a été fait. Et automatiquement, quand j'ai eu écho de l'attaque, c'était les premières réactions que j'ai faites. Je me suis dit, voilà, il y a un message qu'on est en train de nous envoyer. C'est ça. Et aussi, il y a un travail qui a été fait contre nous et qui est en train de se manifester. D'accord. D'accord, merci. On va avancer. Professeur, je rappelle quand même que vous êtes spécialiste des questions de sécurité dans ce pays parce que vous enseignez dans les écoles militaires. Alors, parlant de cette attaque terroriste, et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Peut-être si vous avez quelques informations à nous partager sur ce plateau. Concrètement, parce que les gens veulent comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé et comment. C'est une très bonne question. Je ne sais pas si... je me dois apporter la réponse appropriée. Toujours est-il, l'attaque a eu lieu. L'attaque a eu lieu. Voilà, et visiblement, il y a eu une certaine facilité d'accès au périmètre aéroportier. D'accord. Il faut aussi voir qu'au niveau de cet aéroport international, il y a un côté militaire, il y a un côté civil. Et qu'ils ont eu le temps d'étudier pour y accéder. Donc, c'est qu'il faut... quand même un peu dénoncer, c'est la facilité avec laquelle ils ont eu accès. Accès rapidement. Mais rapidement, les forces de défense et de sécurité, avec les partenaires comme ça a été dit, le président Banal a dit, ils ont été rapidement neutralisés. Donc ce qu'ils sont venus faire, c'est qu'ils sont venus s'attaquer à des objectifs visiblement militaires. Et aussi faire suffisamment de mal à notre pays pour la satisfaction de leurs commanditaires et peut-être eux-mêmes, il y a ce qu'ils cherchent. Donc, l'attaque a eu lieu. Comment ils ont pu accéder? L'alerte, visiblement... On peut penser que c'est peut-être une attaque qui a été soigneusement planifiée parce que je pense que ce n'est pas quand même en quelques heures qu'on peut organiser tout ce qui a été fait là-bas. Amener des motos, amener tout le... Parce que c'était avec quand même de l'armement lourd. Hein. Ça, c'est ce que les gens nous ont dit. Les enfants qu'on a un peu glané, ça, c'est de l'armement lourd. Et comment tout cet armement lourd est venu à cette place précise pour orchestrer cette attaque? Comment cela est-il possible? C'est une attaque planifiée, soigneusement planifiée. Peut-être visiblement... combien de temps ils ont mis en train de planifier ça? Visiblement, ça a été planifié. D'accord. Au moins plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, pour que au moins le dispositif soit en place. Bien sûr. Mais je pense aussi qu'il y a eu une alerte. Les services compétents ont alerté qui de droit. Ils ont vu ça venir. En temps réel. Il y a eu une certaine alerte. Et vraisemblablement, elle a permis de prendre les dispositions appropriées à temps. Maintenant, si la casse a été limitée, et moi je mets beaucoup plus l'accent sur cette prompte réaction parce que on est passé très près du drame. De la catastrophe. Voilà, de la catastrophe. Et donc, ça, c'est vraiment à saluer. Maintenant, peut-être un pan entier a été négligé, c'est comment impliquer les populations à la sécurité collective. Puisque chaque citoyen aujourd'hui doit être responsabilisé pour être au cœur de sa propre sécurité. Et ça, je pense que visiblement, le travail, au fond, ne semble pas avoir été fait comme il devrait se faire. Parce que ces motos ont traversé, j'insiste, des espaces, des territoires, des localités. Et pour toutes ces localités, personne n'a vu. Personne n'a vu, personne n'a alerté. C'est ça on parle de motos et pas une seule, c'est une dizaine de motos qui ont traversé des vastes. Je pense qu'il y a au moins quelques-uns qui en ont vu et qui semblent avoir donné un peu l'alerte. Je pense qu'il y a ceux des citoyens à féliciter. Oui, mais militairement, quand on donne l'alerte, c'est quoi la suite? Normalement, on doit prendre des dispositions qui s'imposent. Est-ce que ces dispositions, en tant que spécialiste de sécurité, ont été prises ou pas par rapport précisément à cette attaque? Visiblement, il y a là où les dispositions ont été prises et il y a d'autres endroits où elles ne semblent pas avoir été prises. Et notamment, comment on peut expliquer ça? Bon, chacun, en tout cas, chaque unité a
maintenu un peu ses positions, elle a défendu ses positions, et là où ils voulaient, ce qui semblait être véritablement leur cible, ils ont rencontré beaucoup plus de résistance. Maintenant, avec la contribution des partenaires, en tout cas, ça a été beaucoup plus difficile pour eux que l'accès au périmètre de l'aéroport qui est visiblement civil. Civil, d'accord. Maintenant, il y a des dispositions à prendre. Peut-être on en parlera dans le débat. Ultérieurement. D'accord, merci. Monsieur Bana, qu'est-ce que vous allez ajouter en fait, ce qu'il faut... Les informations peut-être que vous avez pu dire. C'est qu'il faut... Je précise qu'aux premières heures, c'était que vous étiez même à l'aéroport, à l'escadrille. Puisque vous l'avez toujours si bien fait. Oui, en fait vous savez, en pareille circonstance, quand on est une sentinelle civile de la refondation, c'est d'abord savoir aller identifier la menace. Parce qu'en fonction du type de menace, la réaction de la population doit être différente. Comme certains l'ont dit, à justice, si la menace est une menace terroriste, il faut éviter les rassemblements. Il faut plutôt aller surveiller les quartiers, voir les déplacements et donner l'alerte. Mais si c'est une menace qui consiste à une atteinte à nos institutions, la menace est différente. Vous avez vu que lorsque, après le 26 juillet, la CEDEAO voulait agresser nos autorités, on est parti occuper les Roms. Donc la première chose, c'était d'aller identifier la menace et en fonction du type de menace, prendre les dispositions qu'il faut. Mais ce qu'il faut dire, si on regarde bien ce qui s'est passé, on va, avant la publication des résultats de l'enquête, il y a quand même des questions à se poser. À se poser, bien sûr. Première question, si vous avez remarqué le comportement des Nigériens apatrides qui étaient à l'extérieur, plusieurs jours avant cette attaque, ils évoquaient eux-mêmes l'éventualité d'une attaque contre l'aéroport. Donc ils étaient au courant. Oui, parce qu'ils ont évoqué sur les réseaux sociaux des réunions de coordination qu'il y a eu au niveau de l'ANAC pour pouvoir prendre des dispositions. Donc nous, en ce moment, on doit se poser la question, est-ce que ils avaient un seul objectif? Est-ce que attaquer l'aéroport, ce n'était pas un moyen détourné d'occuper les forces de défense et de sécurité pendant qu'ils avaient d'autres plans dans la vie? Parce qu'on se rappelle ce qui s'est passé au Mali. Au même moment où ils avaient attaqué l'aéroport du Mali, ils avaient prévu de s'en prendre aux institutions maliennes par avec d'autres équipes qui étaient dans la ville. Donc chez nous, ce qu'il faut saluer, c'est que quelle que soit la complexité de leur plan, il a été maîtrisé par nos forces de défense et de sécurité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, et le professeur l'a rappelé tout à l'heure, il faut voir le verre à moitié plein. Parce que certainement que les objectifs qu'ils avaient, leur plan n'était pas que de s'en prendre à l'aéroport. Il faut aussi rappeler qu'à l'aéroport, en plus de ce qu'a dit le professeur, il y a aussi une cargaison d'uranium, d'uranate disputée par un autre pays. Donc, deuxièmement, je pense que c'est aller trop vite aussi en besogne que d'indexer la population en pensant que ces motos-là aient pu venir d'ailleurs. Parce que ces motos peuvent aussi avoir été acquises sur place à Niamey. D'accord. Et puis, il y a aussi actuellement des rumeurs qui parlent de l'implication d'une compagnie aérienne étrangère. Donc, je pense qu'en attendant toute la publication des résultats de l'enquête, qui ne va certainement pas tarder, je crois que ce qu'il faut, la posture que nous devons avoir, c'est d'abord de nous réjouir que l'attaque complexe menée contre notre pays ait été circonscrite dans un laps de temps record. D'accord. Parce que moi, j'étais sur le terrain, comme le professeur aussi, mais en quelques minutes, la menace a été circonscrite et elle a été définitivement éteinte à moins d'une heure de temps. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer et vraiment remercier encore la coordination entre les différentes forces. Tout à l'heure, les renseignements ont été à la hauteur de l'événement. Parce que plusieurs dizaines de jours avant, il y avait cette information au niveau des renseignements qu'il y avait un projet d'attaque contre les installations aéroportuaires. Et si vous me permettez d'ajouter, la soirée même, il y avait un vecteur aérien qui était dans le ciel. À partir de 21h, tout à fait, qui était en tout cas au niveau du ciel, au-dessus de la capitale, qui faisait vraiment la surveillance et tous ceux qui
pouvaient lire quelque chose, ont vu que peut-être il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Et donc, franchement, ça, il faut saluer cette promotion. Mais il y a aussi certains faits et actes qui doivent être questionnés à partir de cette attaque. Le comportement de nos populations dans cette zone, dans cette période d'insécurité. Les cortèges de motos lors des mariages. Parce qu'il y en a qui disent qu'ils ont vu certaines motos et ils ont pensé que c'était des cortèges de mariage. Il faut, je pense, interdire ces comportements-là. Deuxièmement, le comportement aussi de nos forces de défense et de sécurité. Lorsqu'ils sont en faction, qui ont accès à WhatsApp, téléphone, il faut interdire ça. Désormais, il faut l'interdire parce que c'est vrai qu'il n'est jamais, on ne peut pas avoir de risque zéro, mais il y a certains comportements qui aggravent les risques lorsqu'on Et lorsqu'on s'occupe de la sécurité de sites stratégiques comme l'aéroport, il n'y a pas de mesure qui soit superflue. Tout ce qui doit concourir à assurer la sécurité doit être observé. D'accord. Merci. Docteur, qu'est-ce que vous allez ajouter? Ce que je vais ajouter, c'est qu'il a parlé déjà de l'alerte sur cette question de planification, ce qui s'est passé. Je dirais que l'aéroport, c'est un élément, mais l'intention, sûrement, c'est pas que l'aéroport. C'est pas que uniquement l'aéroport. Quelques jours avant, on a vu comment il y a une société avec laquelle nous sommes en bras de fer. Elle a intensifié les pressions et les menaces. Quelques jours avant, toujours, il y a des Nigériens qui ont commencé à parler de la menace, menace sur l'aéroport. Ils ont d'abord parlé de Berchawel. Pour la société, pour être précis, vous parlez de Orano? Exactement. Il faut être précis. Voilà. Il faut dire les choses. Donc, il y a déjà il y a les menaces de Orano. Il y a aussi des Nigériens qui ont commencé à parler des embuscades autour de Niamey. Ils ont parlé de Berchawel. Et ensuite, ils ont parlé de l'inquiétude autour de l'aéroport. La veille, ils ont parlé de la frontière algérienne, comment on l'appelle, Assamaka. Donc, enfin, pour faire diversion. Alors que le vrai message, il est là. Berchawel, aéroport, sur le même axe. Et donc, c'est axe Baléara, Hamdallahi, pour rentrer vers Bassoura, Niamey 2000, tout ce quartier-là. Donc, en fait, déjà, l'intention, elle est là. L'intention, elle est là. Les dispositions ont été prises. Peut-être, c'est de toucher l'aéroport pour permettre, en fait, aux différentes forces de se mouvoir. Et dans ce mouvement-là, et profiter, s'infiltrer et commettre des dégâts encore plus énormes. À l'aéroport, on sait ce qu'ils ont voulu faire. C'est pas que seulement faire exploser des drones ou des munitions, mais c'est qu'ils n'ont pas pu faire. Non, ils n'ont pas fait. Les drones. Voilà, c'était l'une des missions. Et aussi, en fait, faire un dégât sur le long terme, parce que on parle de Yellow Cake, de l'uranate qui est là. Ces particules-là, si on les respire, c'est dans les 5-10 années à venir, c'est une véritable pandémie de cancer que nous allons arrêter. Vous voyez un peu le problème? Donc, c'est pas seulement l'aéroport qui constitue la menace, mais encore, c'est d'autres institutions encore plus stratégiques, si vous voulez, importantes que l'aéroport. En réalité, ils ont voulu mettre cette capitale à feu et à sang. Et ces gens-là, ils ne sont pas venus, ils ne sont pas rentrés à Niamey sûrement avec simplement des motos. C'est des gens qui vont venir au fur et à mesure s'installer sûrement sur des mois. Parce que sans doute ça a été fait pendant des semaines ou des mois. Ils vont s'installer tranquillement et la nuit, ils vont passer à l'opération. Parce que c'est vraiment quelques jours quand ils ont commencé à parler de la menace sur l'aéroport, et la veille, ils nous parlent de Assamaka. En fait, c'était le message était clair, il y a une diversion, il y a quelque chose qui se préparait contre Niamey. D'accord. Oui, professeur, on va insister. Quelle a été vraiment la réaction, ou même si vous l'avez dit, des forces de sécurité pour contrecarrer cette attaque? Et la question, c'est que on a vu, avant l'attaque de l'aéroport, il y a eu quand même l'attaque de Torodi. On se rappelle de cette attaque de Torodi où ils ont visé le domicile du préfet avec toute sa famille.
Ça, c'est un fait puisque c'est à quelques semaines. Donc, déjà, en voyant l'attaque de Torodi, on sait ce qui est arrivé à Torodi, quand même peut arriver à Niamey. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Alors, quelle a été la réaction des forces de sécurité et comment ces forces de sécurité aujourd'hui doivent réagir? Parce que quand quelque chose arrive à côté, on sait très bien que tôt ou tard, ça va arriver de l'autre côté. Même s'il y a eu une contre-attaque de nos forces de défense. Qu'est-ce qui s'est passé en tant que spécialiste de sécurité? Comment on peut expliquer ça? Vous savez, ils avaient vraiment des objectifs. Ah oui. Et sitôt entrés dans le périmètre, ils se sont dirigés vers ces objectifs. D'accord. Mais leur plan semble avoir été contrecarré en amont parce que là où le Yellow Cake était stocké, je pense que visiblement ça a été déplacé. Ouais. Donc ça a foiré une partie de leur plan. Deuxième cible, comme vous l'avez évoqué, c'est les vecteurs aériens. Oui. Et là aussi, visiblement, les positions ont tenu. Il faut dire les choses vraiment avec honnêteté. Même en Occident, neutraliser des terroristes en si peu de temps, c'est un exploit. Et ce qui a été fait, en moins d'une heure, neutraliser ceux qui ont mis beaucoup de semaines à préparer, à planifier et à mettre en œuvre une attaque comme le président Bana a dit complexe, il fallait le faire. Et donc, il y a des gens dont il faut saluer et le courage et la bravoure et aussi l'anticipation. Maintenant, le fait qu'ils aient pu accéder au périmètre de l'aéroport, c'est qu'il y a eu des défaillances et que peut-être s'il y a des décisions à prendre, il faut qu'elles soient aussi prises de ce côté. Maintenant, ces terroristes, certains d'entre eux qui se sont échappés, ont été dénoncés par les populations. Et ça, je pense qu'il y a eu un réflexe aussi professionnel de la part des populations de se sentir concernés par cette menace. Maintenant, s'il y a eu en amont Torodi et d'autres localités autour de Niamey qui ont été visées, qui ont payé aussi le prix fort jusqu'à tuer un représentant de l'État dans une... toute sa famille. Voilà, et toute sa famille. C'est déplorable. Mais je pense que là aussi, il y a eu des manquements. Je pense qu'à partir de ce qui s'est passé à Torodi, ce n'est pas une alerte? Non, il y a eu beaucoup d'alertes. Voilà. Et visiblement, même l'aéroport, je pense que depuis beaucoup de temps, il constituait une cible. Et les cibles, c'est celles qui permettent de lire le message de l'acteur terroriste. Et donc, eux, ils ont besoin de mener des actions d'éclat. Bien sûr. Et même si ils n'ont pas eu satisfaction à l'aéroport, ils en ont fait des revendications. Daesh a revendiqué cette attaque, mais sans plus, puisque c'est visiblement un montage qui a été fait pour vendre aux Nigériens et à la communauté internationale les dégâts qui semblent avoir été faits et qui ont été visiblement grossis, cousus de fil blanc. Donc la réactivité a été à la hauteur. Et moi, j'aimerais vraiment saluer ces faits. Et il y a des chefs militaires qui, sous le feu de l'ennemi, se sont déplacés pour venir participer un peu à la défense, à l'organisation de cette défense. Et ça, c'est à saluer. Ça, vraiment, il faut le saluer. D'accord. Merci. Donna, qu'est-ce que vous allez ajouter parce que en fait, c'est des questions que beaucoup se posent aujourd'hui. En réalité, c'est qu'il faut comprendre. Surtout qu'on est dans une période d'insécurité que tout le monde connaît. Donc, il y a des choses, des comportements, comme vous l'avez dit, qu'on devrait... Monsieur Tchemogo, ce qu'il faut comprendre, c'est que par l'aéroport, tout le pays est une cible. Tout le pays est une cible, d'accord. Nous sommes conscients que notre armée n'a pas les capacités c'est-à-dire de maillage territorial. On ne peut pas être partout. Donc, à mon avis, ce que notre armée fait est déjà très remarquable. Et ici, on parle de capitale. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est la capitale. C'est-à-dire, vous savez, l'erreur, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, les États-Unis, c'est la première puissance militaire mondiale. Elle a été frappée. En 2001. Oui, 2001, bien sûr. Et elle est faite, voilà, et chaque jour au cœur de New York. Donc, une armée ne peut pas maîtriser à 100% la menace terroriste. Surtout, on parle d'une menace asymétrique. D'accord. C'est-à-dire que le fou que vous voyez derrière l'aéroport, en train, avec ses pots de pagne et tout, pendant 2 mois, peut être en train d'observer le comportement de nos FDC.
identifier les moments les plus propices pour attaquer. Vous allez voir les charretiers, des charretiers qui ont de la paille, rentrer de Niamey, ils peuvent rentrer de Niamey avec des fusils de grande portée. Parce que tous des vendeurs de moutons qui peuvent transporter des armes complètes. Donc, lorsqu'on est face à une menace asymétrique, le risque zéro n'existe pas. D'accord. Mais comme je l'ai dit, moi, je suis convaincu que leur projet ne se limitait pas à attaquer l'aéroport. Okay. Et pendant, quand même, ça fait depuis le 26 juillet à aujourd'hui, nous savions que notre marche glorieuse vers notre souveraineté est restée au travers de ceux qui nous ont colonisés. Et nous savions qu'ils allaient utiliser tous les moyens, d'abord pour mettre fin à cette marche, mais à défaut, pour installer le doute et la peur dans l'esprit des Nigériens. C'est ce qu'ils ont tenté de faire le 28, et je suis, moi, de ceux qui pensent qu'ils n'y ont pas réussi et qu'il faut remercier, féliciter les forces de défense et de sécurité. Tout n'est pas parfait dans le comportement. Il y a des failles, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il faut corriger. Et ces failles, ce sont des failles comportementales. D'accord. Parce que moi, il y a un fait que je dois saluer. Lorsqu'il y a eu, j'étais sur le terrain, il y a beaucoup de forces de l'ordre qui n'étaient pas de faction et de service le jour-là, qui ont pris leurs armes et qui sont venus, certains en moto et à pied, pour participer au combat. Devant moi, je n'ai vu. Donc, quand on a des forces de l'ordre qui sont habitées par ce sentiment, donc il faut les féliciter. Et aussi appeler à la responsabilité et des FDS, mais aussi des populations. Et surtout, parfois, c'est des actes anodins, comme tout à l'heure, ce que j'ai dit. Il y a une interdiction d'entrer avec de la paille à Niamey. Mais dans les faits, ça continue. Ça continue. Vous voyez des charretiers. Et tout le monde sait que ces charrettes-là, ce sont des moyens d'introduire dans le pays toutes des armes. Bien sûr. Donc, je pense qu'après l'attaque, ce sont les leçons-là. On va en arriver. On va en arriver. Donc, c'est ça. Mais sinon, pour moi, vraiment, au vu de tout ce qu'on a observé avant l'attaque et pendant l'attaque, on doit se dire que l'objectif de ces messieurs-là, il n'a pas été atteint. Et pour cela, nous le devons à nos forces de défense et de sécurité. Le président a dit la hiérarchie militaire est rentrée dans la base 101 pendant qu'ils étaient sous le feu de l'ennemi. Et ça, c'est le comportement attendu du chef. D'accord. Oui, qu'est-ce que vous allez ajouter? Ce que je dirais, peut-être c'est le renforcement des ACM, les activités civilo-militaires, pour d'abord faciliter le rapprochement entre les civils et les militaires, et surtout la formation des civils sur les questions de défense, sur les questions de la guerre, sur les questions de la guerre asymétrique. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui a compris les enjeux de cette guerre-là. Et qu'est-ce qu'il faut, quel comportement adapter dans le contexte de la guerre asymétrique. Quand vous voyez quelqu'un et que vous avez un doute sur la personne, quel comportement vous devez adapter. Vous voyez, c'est déjà bien ce que la population a fait. À un certain moment, ils se sont mis aussi au travail. Ils ont commencé à dénoncer. Dès la nuit, il y a même un groupe de jeunes qui ont arrêté et alerté les forces de l'ordre. Ils ont arrêté quelqu'un, ils ont alerté les forces de l'ordre qui étaient venus le prendre. Et dans tout Niamey, ce processus a continué. Vous voyez? Donc, il y a ce travail de ACM qui est à renforcer. Mais aussi, il faut travailler le comportement de certains de nos FDS, surtout en lien avec les réseaux sociaux. Vous savez, c'est très addictif. Quand vous prenez Facebook, WhatsApp, TikTok, c'est très addictif. Et en étant au poste ou en plein travail, lorsque vous sortez, dès que vous regardez une vidéo sur TikTok, vous allez banalement perdre 30 minutes. Et la moindre surprise, en fait, déjà le temps de vous, de reprendre votre esprit, de vous concentrer et de vous, docteur, de vous engager. Aujourd'hui, je pose cette question. Et puisque ce que vous avez dit est quand même très important, il faut aujourd'hui interdire l'utilisation de ces portables au FDS ou pas? C'est pas... En tout cas, celui qui travaille normalement, il ne devait pas utiliser les réseaux sociaux en ce moment-là. Quand il est sur son poste de travail. Sur son poste. J'ai jamais, en tout cas, à travers le monde, partout où je vais, j'ai jamais vu. Vous allez réagir. Oui, j'ai jamais vu en tout cas des FDS utiliser les réseaux sociaux, parce que souvent on peut identifier. On ne sait pas. Enfin, les gens sont dans des groupes WhatsApp. Oui, bien sûr. Ils sont dans plusieurs groupes WhatsApp, et dans ces groupes WhatsApp, les terroristes aussi, ils sont. Ils sont. Et ils sont capables de prendre le numéro et localiser
les personnes. Et à travers ça, parce qu'on sait qui est derrière ces forces-là. Nous savons qui sont ceux qui sont derrière ces forces. Sponsors. Et voilà, les sponsors. Et ils ont aussi une grande capacité technologique. Donc, ils sont capables de voir à tel poste combien de personnes sont sur WhatsApp. Donc, ce poste-là peut être un poste de vulnérabilité. S'il y a 10 éléments, et sur les 10 éléments, les 6 sont connectés. Ils sont, pour certains, sur TikTok, pour d'autres sur Facebook, pour d'autres sur WhatsApp. Ce qu'ils peuvent dire, attention, et aller de ce côté, parce que ici il y a une forte connexion. On a compris. Vous voyez? D'accord. Oui. C'est bon? Oui. Merci. Vous voulez réagir par rapport à cette question d'utilisation portable, même les réseaux sociaux, voilà. Nos FDS souvent qui sont sur le terrain, sur des postes. Ça, il faut le dire parce qu'on le voit au quotidien. Oui, sans même parler des FDS, normalement, quand vous êtes au lieu de travail, votre téléphone ne devrait être utilisé que dans le cadre professionnel. Donc, utiliser les réseaux sociaux pendant le temps du travail, c'est déjà une faute. Maintenant, le militaire, lui, si il fait un petit manquement, c'est des vies qui tombent. Donc un chef militaire n'a pas droit à l'erreur. Et à quelques niveaux de responsabilité, je pense que le professionnalisme voudrait que ces pratiques soient totalement abandonnées. Parce que ce qui s'est passé au niveau de la base 101, c'est une alerte sérieuse. C'est vraiment une alerte. Ça peut se répéter dans les jours ou les semaines à venir. Donc c'est une alerte qu'il faut prendre au sérieux. Je pense que peut-être on ne serait pas là en train de discuter de ce sujet. D'accord. Et professeur, quels sont les enseignements à tirer de cette attaque terroriste pour prémunir, comme vous l'avez dit, devant tel cas à l'avenir? Quels sont les enseignements à tirer aujourd'hui? Il y a beaucoup Après quelques jours, puisqu'on a pris quand même un peu de recul avant de venir tenir ce débat, c'était juste le temps de réunir quelques informations et savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Même si l'enquête, il faut préciser, n'est pas encore terminée, mais on a quand même quelques informations sur ce qui a pu se passer à l'aéroport international du Ramanou. Voilà. Quels sont les enseignements à tirer? Alors, il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Le premier enseignement, c'est qu'il n'y a pas, comme on dit, de point zéro ou qui échapperait à quelques attaques que ce soit. Donc, les terroristes peuvent cibler et frapper partout tant qu'ils peuvent. Donc, il faut que les Nigériens soient sur leur garde. Deuxième enseignement à tirer, c'est au niveau de la défaillance. Comment ont-ils pu accéder au périmètre aéroportuaire? Et ça, je pense que ça devrait être corrigé. Beaucoup se posent cette question aujourd'hui. Maintenant, si je peux me permettre, il y a aussi peut-être des réactions qui doivent être plus ou moins mesurées en pareilles circonstances. Je pense que quand une enquête est en cours, il faut peut-être attendre un peu les premiers résultats ou les conclusions partielles pour se prononcer. Maintenant, un enseignement pour moi majeur, c'est qu'il y a des décisions politiques à prendre. Des décisions politiques à prendre? Vraiment des décisions politiques parce que les militaires qui sont au pouvoir, ils ont aussi un côté politique. Et il y a un certain nombre d'organes de décision qui ne se justifient plus aujourd'hui. Moi, personnellement, aujourd'hui, je ne vois plus à quoi sert le CNSP en tant qu'organe. Parce que le contexte dans lequel il a été mis en place ne répond plus à la réalité d'aujourd'hui. Et donc, ça, c'est le politologue qui parle? Voilà, et les citoyens. Donc, où il faut le reformer. C'est-à-dire prendre des compétences à l'image de ce qu'on voit ailleurs, le Conseil national, le Conseil de défense nationale ou le Conseil national de sécurité, prendre un peu ceux qui peuvent anticiper sur les menaces, ceux qui peuvent aussi voir la nature des partenariats qu'il nous faut. Parce que visiblement, il y a un volet d'un partenariat qui a marché. Maintenant, est-ce qu'au niveau d'un certain nombre d'informations, on n'aurait pas pu en bénéficier d'autres renseignements avec d'autres partenaires? Je pense qu'en amont, la dimension stratégique devrait être repensée pour prendre en compte la réalité d'aujourd'hui. Voilà. Merci. Voilà. Quel enseignement à tirer de cette attaque terroriste? Le premier enseignement à tirer, je pense que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a rien de définitivement acquis, que la quête, la lutte contre cette guerre asymétrique, elle impose une vigilance de tous les jours, accrue. Et cette vigilance, comme on l'a dit, ne doit pas être attendue que du côté des FDS. Elle doit aussi être attendue des populations civiles.
Que les populations civiles sachent que on peut plus lutter contre le terrorisme lorsqu'on dispose des informations en amont. Lorsque une position est déjà informée d'une hostilité qui vient vers elle, elle est beaucoup plus armée pour défendre sa position. Donc que chacun, partout où il est, se sente investi d'une mission de sentinelle de la refondation et de la République et de la nation. Qu'on sache que la plus petite observation peut éviter la commission d'un attentat ou d'une attaque complexe contre nos positions. Deuxièmement, il faut que je pense, les autorités renforcent les dispositifs de sécurité autour des sites sensibles. Des sites sensibles, d'accord. Parce que, comme l'a dit le professeur, cette vague d'attentats, depuis que vous avez rappelé Torodi, a... Pour certainement. Hier, on parlait de Kouré. On a vu les images ça procède d'une volonté d'instaurer par cette période-là, pour des calculs qui sont bien précis dans la tête des sponsors, par cette période, d'installer la psychose. Il y a un événement qui avait été, certains événements qui ont été passés sous silence, qu'il faut également surveiller. Les explosions de gaz. Tout à fait. Quelques jours avant l'attaque complexe, il faut les interroger. Parce que quand on banalise des explosions de gaz dans une ville qui est en proie à une menace sécuritaire, ça veut dire aussi de l'endormissement. Donc il faut se poser des questions et surtout prendre les dispositions pour que des choses comme ça ne se reproduisent pas. Ça, c'est... Deuxièmement, dans les comportements de nos FDS, on l'a dit, il faut améliorer. Il faut que ce soit elle qui soit consciente en premier de la nécessité de se mettre en alerte à tout moment. Il faut interdire le portable, je profite. Oui, il faut interdire. Deuxièmement, oui, absolument. Il faut interdire ces portables. En dehors de ça, il y a... En dehors de cela, il y a des décisions, pour moi, sécuritaires à prendre. Certains postes de contrôle servent à quoi? Vraiment servent à quoi? Ils servent à quoi? Lorsque vous avez à chaque 10-20 km, vous avez des postes de police, des checkpoints, à quoi servent? Ça, en tout cas, cette attaque nous a montré ça. Hein? Absolument. À quoi servent ces checkpoints? Donc, il faut peut-être revoir le dispositif de ceinture autour de la ville de Niamey. Donc, parce que, et surtout, rappeler aux FDS, certains, surtout, que leur présence sur les checkpoints ne signifie pas s'enrichir. C'est véritablement faire des fouilles sécuritaires. Ce n'est pas s'arrêter là où la personne se trouve, prendre les papiers, retirer l'argent qu'il y a dedans. C'est pas ça. Ces forces-là sont là pour pouvoir éviter l'entrée dans notre ville et des personnes et des moyens matériels de guerre. Parce qu'il faut se dire la vérité. Bien sûr, on est là pour ça. Absolument. Donc il faut poser ces questions. Les responsables de ces forces de devoir de sécurité sont interpellés par rapport oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui nous prenons tous la route. On voit que lorsque vous arrivez, les véhicules de transport qui peuvent transporter des terroristes, qui peuvent transporter des armes, ils ne font l'objet d'aucune fouille. Ces forces s'arrêtent et puis c'est le chauffeur ou l'apprenti qui vient, qui leur remet des papiers et il tire avec évidemment quelques billets dedans et on les retire. Donc il faut que ça soit, qu'on mette fin à cela. Si vous êtes à 50 km de la ville, si un véhicule de transport vient, rêvez-vous, allez à la rencontre de ce véhicule, fouillez ceux qui sont dedans et assurez-vous que des terroristes ne sont pas à bord ou que des armes ne sont pas transportées. Parfois, nous échappons à certaines catastrophes juste parce que nous avons des services de renseignement qui sont efficaces. Ça il faut saluer ça. Imaginez, la dernière fois, c'est un service de renseignement. Des audios ont circulé entre Mousseka et Yaya. Très efficace, on l'a vu depuis le 26. Depuis le 26. Aujourd'hui, peut-être que c'est une... Elle ne parle pas. Et vous l'avez souligné, ils étaient aussi sur le terrain. Sur le terrain. Oui, bien sûr. Donc, il faut que l'effort de guerre soit partagé. Il faut que toutes les forces participent à l'effort de lutte contre le terrorisme. Tous les chefs militaires sont interpellés. Mais ils sont interpellés puisqu'ils savent ce qu'on est en train de dire, c'est la vérité. Mais il faut vraiment sensibiliser ces forces-là. Leur rôle doit être avant tout sécuritaire. Parce que ce sont des forces de sécurité.
D'accord. Merci, Bana. Oui, docteur. Oui, dans le même sens. On va la dernière question. Je sais que dans certains pays, si vous visitez certains pays qui sont en proie au terrorisme, vous allez voir que le contrôle des véhicules, il est fait avec munitions. C'est strict. C'est strict. Hein. Vous allez voir des policiers, le checkpoint des policiers, le véhicule est encerclé. Ça, c'est d'expérience. Hein. Une année, j'étais pour animer une conférence dans un pays en proie à la sécurité. On sort de l'aéroport pour aller. Le checkpoint, c'est les policiers, ils sont à 4 points cardinaux armés sur le véhicule et on demande les pièces, on demande tout le monde, les pièces de tout un chacun dans le véhicule. Donc, et c'est un véhicule officiel. Mais bien sûr. C'est un véhicule officiel. C'est même pas un véhicule genre de transport envoyé. Parce qu'on ne sait pas d'où le mal peut venir. Que ce soit un véhicule officiel, ordinaire, on a utilisé des ambulances. Voilà, on a un avantage. Nous avons vraiment des services de renseignement qui sont impeccables. Oui, ça, il faut le saluer. Beaucoup de gens l'ont dit. Impeccables sur ce point. Exactement, parce qu'ils nous protègent d'énormes choses. Parce qu'ils alertent. Aux autres aussi de faire leur boulot en agissant sur ces informations qui sont données. C'est ça aussi la réactivité. Donc le plus pas vous donner des informations et puis attendre le jour J. Le plus important maintenant, c'est de renforcer, c'est de renforcer la formation populaire sur les menaces de guerre. D'accord. C'est la leçon à tirer parce que ce qui s'est passé ici, c'est vraiment, ça montre une complicité dans la capitale. Et surtout une négligence. Parce que nous savons que chez nous, si quelqu'un vient dans un quartier, tout le monde le sait. Tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant qu'il y a quelqu'un de nouveau. Dès qu'il y a de nouvelles têtes. Oui, tout le monde le sait. Mais il y a la négligence. Certains, quand on écoute les gens, il y a certains qui disent que, bon, eux, ils ont vu, ils ne peuvent pas se prononcer parce qu'ils ont peur d'être tremballés. Où sont ces brigades de veille qui sont là et autres structures qui sont là pour veiller à ce genre de situation? Parce qu'avant, il faut le rappeler, on savait au temps de la Samaria, ça, on le savait, nous tous, exactement. Cette période, la Samaria jouait pleinement son rôle, que dès qu'un étranger rentrait dans un quartier, tout le monde le sait. La Samaria faisait. C'est de s'inspirer de ce modèle-là. Quand quelqu'un vient dans le quartier, il faut soit informer le commissariat le plus proche, ou bien informer le chef de quartier. Dans tous les pays, quand vous partez, dès que quelqu'un vous héberge, il informe l'administration. Il informe qu'il y a un tel qui est venu. Je m'excuse, je l'ai vu personnellement en Éthiopie où j'ai vécu pendant quelques années. Dès que vous arrivez en Éthiopie, vous rentrez dans un quartier où vous allez loger. Les jeunes du quartier vous suivent. C'est devant eux. On fait le déménagement. En fait, vous occupez on va savoir qu'est-ce que vous avez amené comme bagage. Ils sont là et personne ne peut les attendre. Ils vont rentrer dans la maison, dans les chambres. Tout ce que vous avez amené, ils vont regarder c'est quoi. Et le jour où vous allez quitter, c'est pareil. Vous ne pouvez pas quitter un quartier sans qu'on sache avec quoi vous partez. Ça, c'est ici en Éthiopie. Et ça marche. C'est ce qu'on appelle la sécurité collaborative. Exactement. C'est ici en Éthiopie. Exactement. En pareille circonstance, c'est une décision normalement politique. C'est une doctrine politique. C'est au niveau, au plus haut sommet de l'État que la décision prend et il y a une stratégie de mise en œuvre. Et comme au Soudan, par exemple, quand vous allez au Soudan, les boys que vous recrutez, il se donne pour mission de vous épier, de regarder ce que vous faites et de rendre compte. Avant, il faut dire que chez nous même, à un moment, au temps de Kounché, les chefs de quartier avaient l'obligation, dès qu'un étranger rentre là, d'aller s'assurer d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené, où tu vas et qu'est-ce que tu fais. On peut revenir à ces pratiques. Mais avant-hier, moi, heureusement, j'ai vu après ce qui s'est passé quand même, j'ai vu et apprécié que l'AD de Niamey a réuni les chefs de quartier parce que immédiatement après, j'ai participé à un débat sur une de vos antennes où on avait déploré l'absence et juste après on a vu qu'il y a eu une réunion avec les chefs de quartier. Que ça continue. Oui, le problème on lance mais après il n'y a pas de suivi. Et pourquoi il n'y a pas de suivi? Parce que les gens ne le font pas par conviction. Il faut que, et ça on a dit tout à l'heure, même quand vous déplorez, il faut se dire quand même que ce qui a émoussé l'élan des brigades citoyennes, c'est qu'il y a beaucoup de pratiques
que nous avions dénoncé et qui continue. Donc il faut que ce soit un mouvement d'ensemble. Avec des gens convaincus. Absolument, que nous soyons réellement sur le chemin que le président a tracé de la refondation et que nous maintenions le cap, que nous respirions la refondation, que nous incarnions la refondation et qu'on sente la refondation. D'abord, c'est le premier travail à faire. Le premier travail de sécurité, là, c'est d'abord d'assurer le soutien indéfectible et permanent du peuple nigérien. C'est lui le premier soutien et la première défense de la nation. Il y a souvent quelque chose qui est négligé. Ajouter rapidement. Oui, il y a quelque chose qui est négligé, c'est la gestion des complicités. La gestion des complicités. Complicité. Oui. Complicité, pas seulement quelqu'un qui participe activement, mais quelqu'un qui voit faire et qui ne dit rien. Et qui dit rien. Et qui dit rien. Dans certains pays, c'est comme s'il a participé. Bien sûr. C'est comme s'il a participé parce qu'il avait la possibilité d'alerter pour stopper. Il ne l'a pas fait. Donc il y a des arguments que les gens peuvent prendre, mais il n'y a aucun argument qui justifie en fait cette forme de complicité qui peut être passive. Mais il faut qu'on se penche sur ces cas et voir dans quelle mesure, en tout cas, on peut résorber ces formes de passivité. Il y a aussi l'autre forme de complicité, celle qui consiste à vouloir attaquer psychologiquement les gens. Ou dire aux gens, non, ne sortez pas, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. En fait, la personne se manifeste comme étant de bonne volonté, mais en réalité, elle casse l'élan de ceux qui veulent pas sûr être qu'elle soit de bonne volonté. Non, j'ai dit elle se manifeste de bonne volonté. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de casser en fait l'élan de ceux qui veulent être actifs, ceux qui veulent se battre pour le pays. Donc il y a aussi toutes ces formes-là qui sont... Parce que on le dit toujours, et je me rappelle de cette citation qu'on, je ne sais pas, à trop à raison, on a donné à un dirigeant américain. On dit pourquoi ils gagnent toujours les guerres? Ils disent parce que nous châtions nos traîtres et nous encourageons les traîtres des autres. Donc, vous voyez un peu, il faut qu'on comprenne cet aspect-là aussi, la gestion de ces formes de complicité. D'accord, merci. Pour finir, professeur, votre message en direction des autorités, notamment militaires, puisque c'est de ça qu'il s'agit, qui doivent anticiper dorénavant face à de telles situations. Devant de telles situations. Quel est votre message? Alors, mon message est un peu particulier. D'abord, cette insécurité, il faut l'analyser, il faut la contextualiser. C'est bien beau de réunir des chefs de quartier pour passer un message, mais c'est des messages qui sont généraux. Il y a normalement un message adapté à chaque cible potentielle. Ce que le riverain de l'aéroport doit comprendre, doit savoir, est différent de ce que quelqu'un d'autre devait savoir. Donc il faut analyser cette insécurité, définir les cibles potentielles, parce que là, il faut être en amont pour anticiper. Et donc, s'adapter, voir comment mettre ensemble les agences, puisque à un niveau stratégique, on devrait parler des centres de fusion. Comment des agences peuvent mettre en commun les moyens matériels, humains, pour justement partager les informations pour anticiper et pour mettre aussi à contribution le moyen qui est adapté, la graduation de l'intervention. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, comme je l'ai dit, quand vous prenez l'ordonnance 2023-02 à son chapitre 2 sur la composition d'un certain nombre d'organes, en particulier le CNSP, sa composition, elle n'est plus d'actualité. Et ça, vous l'avez déjà dit. Voilà, elle ne permet pas, de mon point de vue, de faire efficacement face à... cette composition, elle était venue dans un contexte qui est politique, pas sécuritaire. Et donc, quand il y a maintenant cette nature, de défi sécuritaire, et aussi voir nos partenariats. Parce qu'il faut dire la vérité aussi, on ne doit pas aussi se couper de tout le monde. Il y a cette nécessité de s'asseoir de manière froide, lucide, pour voir
quel est l'état actuel de notre partenariat, puisque la sécurité, elle est globale. Il y a la hard sécurité, mais il y a aussi l'autre dimension où le pauvre vendeur de carburant qui trouve quelqu'un qui achèterait son litre au double ou à un prix. Pourquoi il n'accepterait pas? Parce que lui, il a une autre préoccupation. Donc, il faut l'avoir dans sa dimension globale. Maintenant, le dernier aspect, puisqu'on a un pays qui est vaste, dans la charte de la refondation, on a parlé du service militaire obligatoire. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour activer ce levier? Puisqu'il y a une jeunesse qui est là. Qui attend une jeunesse qui est en train même de perdre son optimisme. Donc il faut l'utiliser, il faut la mettre à contribution. Fonder un État militaire fort à même de faire face à toutes les adversités. Puisque le Niger a beaucoup de potentialités, il a beaucoup de richesses. Et s'il est en insécurité, c'est parce qu'il a des ressources que beaucoup lui envient. Donc il faut défendre ces ressources, il faut en même temps occuper cette jeunesse, puisque ce sont ces jeunes-là qui sont recrutés par les groupes terroristes. D'accord, merci professeur. Oui, Ivana, votre message. Bon, je pense que je vais aussi un peu me joindre au professeur pour rappeler qu'un pays de 26 millions d'habitants, à minima, doit avoir 1 million de forces de défense et de sécurité. Quand on a un territoire aussi vaste que notre, et comme il l'a dit, ce levier-là, c'est le service militaire obligatoire, c'est un levier qu'on peut utiliser. Et on ne doit pas reculer devant les moyens que cela suppose. Il faut être imaginatif et chercher des méthodes alternatives de financement de ce programme-là. Et ça, c'est possible. Tant qu'on s'assoit, on y réfléchit, on peut trouver les moyens. Mais deuxième chose, c'est que notre pays, moi, je l'ai toujours dit depuis le 26 juillet, c'est que l'erreur qu'on a commise et qu'on commet, c'est qu'on est en train d'appliquer une législation normale à une situation extraordinaire, anormale. C'est-à-dire, aujourd'hui, quelqu'un qui vend du carburant à un terroriste, on doit lui appliquer la peine maximale d'emprisonnement ou même lui appliquer la peine. Et nous sommes en train d'appliquer une législation qui prévoit 3 mois, 6 mois, 18 mois de peine à quelqu'un dont on est sûr qu'il a vendu du carburant aux terroristes. C'est ce qu'ils appellent les lois dérogatives. Dérogatives, absolument. Légiférer, il faut. Parce que imaginez ceux qui se réclament défenseurs aujourd'hui des droits humains, les États-Unis. Lorsqu'il y a eu l'attaque contre le World Trade Center, ils ont mis en place le Patriot Act, qui leur permet de garder quelqu'un pendant 10 ans sans le juger. Les gens qu'on envoie à Guantanamo. Par exemple, donc, nous ne pouvons pas avoir de scrupules, droit de l'homiste, avec des gens qui, eux, n'hésitent pas à vouloir mettre le feu à un dépôt d'uranium pour pouvoir anéantir toute une population d'un pays. Nous devons revoir notre législation, durcir les conditions de détention des personnes qui sont impliquées dans des actes de terrorisme. Deuxièmement, il y a la lutte insidieuse et pernicieuse communicationnelle. Vous avez aujourd'hui des gens qui sont à Niamey et qui prennent la parole, qui s'en prennent au moral des forces de défense et de sécurité. Ou qui appellent les gens, non, ne sortez pas, pourquoi vous allez sortir? Vous n'êtes pas... Et ils sont bien connus. Et ils sont connus, on les laisse. Mais dans un pays comme ça, ces messages-là, lorsqu'ils sont martelés, finissent par créer une désaffection entre le peuple et les forces de défense. Et ça, ce sont des choses... Les gens sont là, ils disent que non, nous appelons à durcir les... Oui, nous appelons à durcir les lois. Parce que nous sommes dans une refondation, nous sommes dans une situation de guerre asymétrique, où toute énergie qui va à contre-courant des mesures de sécurité, de morale des forces de défense doit être traitée avec la même force. Les situations d'avant le 26 juillet 2023, où nous étions plutôt dans un état où les autorités composaient avec les sponsors, où nous étions aplatis devant des puissances, ne peut pas être la même chose aujourd'hui, où nous avons décidé de chasser ces forces, d'avoir la maîtrise sur nos ressources naturelles. On ne peut pas se comporter de la même manière. Et ça, si on ne comprend pas ça,
on part tout droit vers la catastrophe et l'échec. Okay. Merci en France, pour ce message vraiment fort. Merci beaucoup. Oui, docteur. Oui, il a parlé de Patriot Act. En France, je n'ai pas souvenance d'un terroriste qui a été arrêté sur le terrain. Je n'ai pas souvenance. Vous allez faire le parcours, vous ne trouverez pas. Ouais. Ils ont toujours été tués sur le terrain, ouais. Alors qu'il y a la peine de mort n'existe pas. Qui est abolie? Oui. Okay. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il y a l'apologie du terrorisme. Oui. En cas d'attaque, je sais qu'il y a eu l'attaque de Charlie Hebdo, il y a eu Bataclan. Tout. La première des choses qu'on vous demande, si, par exemple, vous êtes musulman, on vous demande est-ce que vous condamnez l'attaque. Ouais. C'est-à-dire, c'est systématique. Okay. Condamné ou pas. C'est-à-dire, si vous condamnez l'attaque, là, on peut discuter avec vous. Si vous ne condamnez pas l'attaque, on suppose que vous êtes en train de faire l'apologie du terrorisme. Il est hors de question de chercher à une explication au terrorisme. Okay. Or, ici Ici, en fait, il y a ceux qui, tranquilles, dans les groupes WhatsApp, qui balancent les informations qui ont été produites ailleurs. Et qui parlent à mal de nous, qui ne parlent que de ce qui est négatif chez nous. Hein? Oui, et qui se réjouissent dans des groupes et qui défendent leur position en disant que eux, ils sont démocrates, ils sont ceci, cela. Rien à voir avec la démocratie, c'est une question de sécurité nationale. Tout à fait. Chacun de nous est en fait menacé. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est, vous avez parlé de renforcer en fait le levier, d'activer le levier de service militaire. C'est plus qu'une nécessité. D'accord. C'est plus qu'une nécessité au Niger de mettre en branle ce service-là. Ne serait-ce qu'une partie qui va produire les richesses. Et de manière rapide. Exactement. Le mal est là, la situation est là de manière rapide. Exactement. Le danger est là. Et du point de vue juridique, il faut qu'on adapte nos textes à notre réalité. C'est tout. D'accord. Au Burkina, j'ai vu un ministre qui m'a raconté qu'il était parti au Burkina et il est allé trouver là où ils prennent des milliers de jeunes burkinabés. C'est eux qui produisent leur nourriture et ils reçoivent une formation militaire pendant 6 mois. Et c'est possible de le faire au Niger aussi. Je pense aussi il y a une autre réalité qu'il faut soulever, c'est que les différentes institutions de la refondation, de même que les commandements, c'est trop militarisé. On a besoin de militaires sur le terrain. Je pense qu'il y a des commandements qui devraient revenir à des gens qui ont été formés pour ça. Il y a un début déjà. Donc, c'est une bonne réponse. Il y a un début pour ça, il a dit. C'est que là, on a vu là où les militaires sont, il y a beaucoup plus de résultats. Beaucoup. Oui, il faut aussi le dire, beaucoup d'endroits ils sont. Je n'ai pas dit tous, mais beaucoup d'endroits où il y a les militaires plus de résultats que. C'est un débat. C'est un débat, on le fera. Merci, docteur, vraiment pour votre contribution à ce débat et les analyses que vous avez voulu partager sur cette attaque terroriste. Ça, vous l'avez dit, les forces de sécurité vraiment ont répondu, ont été réactives. Bon, même si vous l'avez dit aussi, il y a quelques failles qui ont été décelées et c'est sur ces failles qu'il faut travailler pour éviter de telles situations à l'avenir. Vraiment, merci pour votre contribution, Bana. Merci aussi pour ce message fort, parce qu'on est dans une situation exceptionnelle. Ça, vous l'avez dit, on ne peut pas se comporter comme si de rien n'était, ne pas prendre des mesures qui s'imposent par rapport à la situation. Ça, je suis d'accord vraiment avec vous. Et j'espère que les autorités de la refondation vont prendre toute la mesure de la chose que désormais les choses se passent comme ça. Ce recrutement militaire obligatoire, le service civique militaire obligatoire, c'est une nécessité. Exactement. Les jeunes sont là et ils sont prêts à aller défendre la patrie. Il faut leur donner l'occasion de le faire. Et vraiment, merci pour les autres analyses que vous avez fait sur ce plateau comme d'habitude. Merci. Docteur. Merci aussi pour vos analyses. Les exemples que vous avez cités, que ce soit des États-Unis ou de la France, qui sont réels. Or, c'est des pays, entre guillemets, on dit de grande démocratie. Si dans ces pays, on prend ces mesures et que personne ne parle, pourquoi nous, ici, où on vit la situation, on ne peut pas le faire? Ça, c'est la vérité. Exactement. Donc, il faut que dans cette refondation, que nous ayons le courage de prendre les bonnes décisions et puis de les appliquer. Et c'est ainsi seulement de la sorte qu'on peut s'en sortir de la situation. Exactement. Et on espère qu'avec ce qui s'est passé à l'aéroport international de Ramane, que je dis, qui est la première porte d'entrée du Niger et de la capitale, je pense que cette situation-là ne va plus se
répéter, que les forces de travail de sécurité vont veiller, que chacun assume ses responsabilités par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Merci à tous. On va s'arrêter là en espérant se retrouver une prochaine fois sur d'autres thématiques. Merci à tous. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe technique du Grand Débat toujours présente et qui m'aide pour la réalisation de cette émission. Excellente soirée à tous. Au revoir.